Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue dans Docteur de la semaine, la rubrique qui s'inscrit dans la vulgarisation des travaux scientifiques et la promotion de leurs auteurs. Cela se passe dans un temps imparti d'environ 13 minutes. Et pour ce numéro, nous voyageons dans les forêts savanes du parc national Mbamendjeren au Cameroun pour parler du mode de vie des chimpanzés et leur relation avec les autres êtres vivants dans les milieux naturels pour un meilleur suivi de cette espèce. C'est une thématique qui a été au cœur des travaux de recherche de Serge Alexis Kamgang. Il est docteur en biologie de la conservation des ressources naturelles. Il a défendu ce travail le vendredi 21 juin dernier à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau à Cotonou. Ce travail lui a valu une mention très honorable avec appréciation et encouragement du jury. Nous le recevons dans ce numéro pour savoir plus sur la justification de ce travail et sa portée scientifique. Alors, docteur Serge Alexis Kamgang, bonjour. Bonjour. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour avoir porté l'intérêt de ce premier numéro sur ma modeste personne. Nous vous savons créé. Vous avez travaillé sur le mode de vie des chimpanzés et leur relation avec les autres êtres vivants dans les milieux naturels. Dites-nous quels sont les mobiles qui sous-tendent un tel travail de recherche. Oui, les mobiles qui sous-tendent notre travail de recherche, déjà, le chimpanzé est très menacé actuellement. Donc, il est considéré comme en danger sur la liste rouge de l'UICN et il est présenté au niveau de l'annexe 1 de la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces en voie de disparition. Donc, et pour la maîtrise, pour l'amélioration des stratégies de conservation de ces espèces, il est important de maîtriser leur mode de vie, c'est-à-dire maîtriser les aspects écologiques et définir les variables qui peuvent vous permettre de connaître combien ils sont et pendant combien de temps ils peuvent encore survivre dans le milieu. Alors, nous voyons que votre travail est un travail de terrain. Et bien entendu, on peut croire et savoir que vous avez été effectivement dans ces forêts, dans ce parc-là, et vous avez découvert ces animaux. Je veux parler de ces chimpanzés. Alors, dites-nous, quel a été le constat, l'état des lieux par rapport à la thématique? Très bien, merci. Par rapport à l'état des lieux, déjà, nous allons dire que parmi toutes les espèces de grands singes, puisque nous en avons environ 4, donc si on part dans la zone tropicale en partant de l'Asie, nous avons les orang-outans. En Afrique, donc, nous avons l'essentiel des grands singes, où nous avons les gorilles et puis les chimpanzés. Alors, dans les chimpanzés, maintenant, nous avons 2 espèces qui sont reparties en 4 sous-espèces. Et le chimpanzé du Nigeria-Cameroun est la sous-espèce sur laquelle nous avons travaillé, qui est confinée entre le Nigeria et le Cameroun, dans un petit espace. Alors, donc, dans ce petit espace, Mbamendjeren est un endroit idéal pour pouvoir étudier leur dynamique et voir l'effet de la variation de l'habitat sur leur population. En ce sens qu'au Mbamendjeren, nous avons donc au nord la savane et au sud les forêts. Et nous nous avons posé la question dès le départ, comment est-ce que les chimpanzés utilisent ces habitats-là pour leur dynamisme dans le milieu. Alors, nous avons adopté plusieurs approches. Et la première approche consistait à savoir déjà dans la zone centrale du parc combien de chimpanzés nous avons. Et pour aboutir à ces résultats, nous avons utilisé donc ce qu'on appelle la méthode des lignes transects, où nous avons superposé des transects de 2 km chacun au niveau de la zone centrale. On en avait 84 au total. Et nous avons donc collecté les observations sur les nids. Parce que les nids ici sont les indices de présence évidente des chimpanzés. Puisque même en forêt, les chimpanzés sont tellement discrets, il n'est pas évident de les voir en journée. Donc il faut compter les nids. Alors, donc, à chaque nid, nous avons caractérisé le nid, c'est-à-dire expliquer quel est le type de nid, quelle est l'espèce d'arbre que le chimpanzé a utilisé pour faire le nid. Et à la fin, nous utilisons donc certains outils statistiques, comme le logiciel distance, pour donc définir la densité des nids et puis dériver pour avoir les densités des chimpanzés. Donc à l'heure actuelle, au niveau de notre zone, on peut être autour de 0,5 chimpanzés par kilomètre carré. Et puis nous avons donc aussi proposé des variables telles que la pente, telles que la fermeture de la canopée, telles que les altitudes, la présence des cours d'eau, qui sont ici des variables qui influencent le choix du site de nid pour les chimpanzés. Donc les espèces même les plus privilégiées pour faire les nids sont connues actuellement au niveau de la zone. Donc ils sont là les outils qui peuvent aider donc à améliorer, à réviser les plans d'aménagement et de gestion de ces espèces au niveau du parc national de Mbamendjeren.
D'accord, nous avons constaté qu'en plus des constats, l'état des lieux, vous avez abordé déjà la méthodologie de travail que vous avez utilisée. Dites-nous, en dehors de ces méthodologies que vous avez déjà citées tout à l'heure, est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez utilisées? Oui, nous avons utilisé d'autres méthodologies parce que le travail en question avait plusieurs activités. Nous avons par exemple utilisé la méthode des parcelles pour faire un peu de la phytosociologie et comprendre quelles sont les caractéristiques floristiques, n'est-ce pas, des espèces utilisées par les chimpanzés dans les zones. En dehors de ça également, on était intéressé par connaître la perception des populations, puisque autour de ce parc, il y a une grande densité de population humaine. Alors, on était intéressé de savoir quelle est la relation que ces populations entretiennent avec les chimpanzés. Donc, et pour le faire, nous avons donc procédé par des enquêtes socio-économiques, n'est-ce pas, dans un échantillon d'environ 22 villages sur les 74 que comporte le parc. Mode de vie des chimpanzés et leur relation avec les autres êtres vivants dans les milieux naturels, un travail de terrain qui vous a fait vraiment déplacer vers le parc national Mbamendjeren au Cameroun, où vous avez fait des constats. Lesquels constats vous ont amené à adopter une méthodologie de travail donnée? Alors, avec cette méthodologie de travail, dites-nous de façon concrète les résultats auxquels vous êtes parvenus. Oh, oui, comme je disais, à travers les approches non invasives que nous avons utilisées, nous avons obtenu un certain nombre de résultats. Donc déjà au niveau de l'estimation des populations, donc, nous avons actuellement environ 0,5 chimpanzés au kilomètre carré, soit une population d'environ 900 chimpanzés. Et nous avons pu également, dans le cadre de cette étude, estimer le taux de dégradation spécifique des nids pour le parc national de Mbamendjeren, ce qui n'était pas encore connu et qui est un paramètre très important pour l'estimation des densités des grands singes. Voilà, comme je vous l'ai dit, on utilise les nids. Et partie des nids, pour avoir les densités des individus, il faut ce qu'on appelle le paramètre de conversion, qui pour le chimpanzé est ce qu'on appelle le taux de dégradation des nids. Considérant bien évidemment le taux de production comme étant un nid par jour, puisqu'il constitue un nid chaque jour pour passer la nuit. Donc pour le parc, nous sommes autour de 127 jours. Alors, sur le plan maintenant des caractéristiques floristiques, la zone présente une très forte indice de diversité, traduisant donc la richesse spécifique des zones de transition. Donc, on était autour de 0,5 pour l'indice de Shannon et avec un indice de Jaka qui tourne autour de 30%. Voilà, expliquant ainsi donc deux types d'habitats distincts que nous avons au niveau de ce parc-là. Bon, les essences les plus importantes que nous avons pu dégager, c'était les Wapaka guinéensis, les Iminokadia lirata et les Orna abzeli. Ça, c'est ce que nous avons constaté et qui présente de l'intérêt pour les chimpanzés. Mais également, il y a une essence qui, malheureusement, ici, n'est pas encore évaluée au niveau de la liste rouge de l'UICN, qui est le Xylopia aesophiaca, très utilisé par les chimpanzés pour la nidification, mais également qui fait l'objet de pression par les populations locales, puisque les populations consomment les grains de cet arbre-là. Et pour obtenir les grains de cet arbre, il faut carrément couper l'arbre. Voilà, donc il y a une attention particulière, comme que ce soit porté vis-à-vis de cette espèce pour pouvoir assurer leur conservation. Le deuxième jeu de résultats, c'est par rapport à la relation avec les populations, parce qu'on était intéressé à savoir, dans un tel milieu, qu'est-ce que les populations pensent des chimpanzés. Alors, contrairement à ce que nous pensons au départ, les chimpanzés sont très peu impliqués dans les conflits. C'est contrairement les écureuils fuseurs, qui sont les animaux qui causent tant de dommages sur les cultures autour de ce parc-là. En ce sens, et c'est plutôt l'écureuil fuseur qui dit, mais qui corrobore ici les résultats des Sidawi, qui en Côte d'Ivoire avait également confirmé que, contrairement à ce que beaucoup pensent, on se dit que c'est les grands mammifères, les éléphants, les gorilles, les chimpanzés qui causaient les dégâts sur les cultures. Mais dans la plupart des aires protégées, que ce soit au Cameroun, à Lobéké, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, ce sont les écureuils fuseurs et parfois les babouins qui sont les plus responsables. Donc les facteurs écologiques ici combinés, n'est-ce pas, et les perceptions des populations font du parc une zone importante pour la conservation de la biodiversité. À quel type de difficultés avez-vous été confronté pendant la réalisation de ce travail de bonne facture? Oui, les difficultés, je disais, il y en a de plusieurs autres. Déjà, la plus difficile, c'est l'accessibilité au parc. Le parc en question n'a pas d'infrastructure routière. Donc, pour y avoir accès dans notre zone, il faut passer par un cours d'eau qui s'appelle l'Indjerem et il faut utiliser les pirogues à paquet. Parfois, vous pouvez faire une journée, 2 journées pour la descente et 4 jours pour la remontée. Voilà, ça c'est le premier niveau de difficulté. Le deuxième niveau de difficulté, vous savez, le milieu naturel n'est pas toujours facile. Donc, vous
Vous êtes dans un milieu où vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Donc vous devez limiter au minimum vos dépenses et passer environ 2, 3, 4 semaines dans ce milieu-là. L'autre niveau, c'est l'obtention des financements. Parce que la thèse de doctorat, c'est les financements. Et avoir les financements, ce n'est pas chose facile. Donc il y a ça déjà, il faut chercher les opportunités, rédiger les projets et puis attendre si ça passe ou ça ne passe pas. Là, c'est très difficile également. L'autre niveau, c'est la rédaction des articles scientifiques. Vous avez beau collecter les données tant que vous avez la possibilité, mais écrire les papiers, c'est très difficile également. Et une fois que les papiers sont écrits, les échanges avec les revues, et parfois ça vous prend du temps. Et de bonnes revues également vous demandent de payer pour pouvoir faire des publications, ce qui n'est pas toujours évident. Bon, d'autres difficultés, bon, c'est la famille. Bon, vous savez, quand vous faites la thèse dans un pays autre que le tien, chaque fois que vous quittez la famille, c'est toujours très difficile de supporter les absences. Bien, nous rappelons que vous avez travaillé sur le mode de vie des chimpanzés et leur relation avec les autres êtres vivants dans les milieux naturels en vue d'un meilleur suivi de cette espèce. Et vous avez fait cela dans les forêts savanes du parc national Mbamdiren au Cameroun. Docteur Serge Alexis Kamgang, vous disposez à présent d'une minute pour vous présenter davantage aux amis internautes et téléspectateurs. Oui, merci une fois de plus. Donc, je suis docteur Serge Alexis Kamgang. Donc, je suis né dans la région de l'Ouest au Cameroun qui est un pays de l'Afrique centrale. Donc après mes études secondaires, j'ai fait l'université de Tchang, après quoi j'ai intégré le ministère des Forêts et de la Faune et puis affecté à l'école de faune de Garoua. Donc c'est à partir de l'école de faune de Garoua que je trouve l'intérêt et l'importance de poursuivre ces recherches. Et par la force de la nature, je me suis retrouvé à l'université d'Abomey à Calavi pour conduire cette étude. Donc j'ai saisi cette occasion pour remercier un certain nombre d'acteurs sans qui ce travail ne serait accompli, notamment le professeur Saint-Saint, mon directeur de thèse, qui a tout donné pour que nous soyons ici aujourd'hui. J'aimerais également remercier les bailleurs qui nous ont fourni beaucoup de soutien financier pour permettre également ce travail. Je remercie également l'Université d'Oxford qui, à un moment donné, nous a donné un grand encadrement dans les analyses de ces données-là. Et merci à WWF, à Ruford, à US Fish and Wildlife et à WCS également, qui sur le terrain ne m'a jamais lâché. Merci au gouvernement camerounais qui m'a donné aussi la permission de venir faire cette étude-là et notamment au ministère des Forêts et de la Faune et l'école de faune de Garoua. Je vous remercie. Chers amis internautes et téléspectateurs, comme vous pouvez déjà commencer par le constater, cette émission tend vers sa fin. Nous savons désormais quel est le mode de vie des chimpanzés et leur relation avec les autres êtres vivants, du moins dans le parc national Mbamdiren au Cameroun. Et cela, nous l'avons connu grâce aux travaux de recherche réalisés par Serge Alexis Kamgang. Il est docteur en biologie de la conservation des espèces naturelles. Cyril Bonou, je suis resté à la présentation de ce numéro de votre rubrique Docteur de la semaine. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Moubarak Liadi et de Giro Togbe. À la prochaine pour un autre numéro de votre rubrique. Au revoir.